Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans ce nouveau dossier de l'espace. L'humanité est aujourd'hui capable de voyages interplanétaires, du moins avec des sondes inhabitées. Peut-être qu'un jour elle pourra faire la même chose avec des équipages, à destination de Mars par exemple. La science-fiction nous fait rêver de voyages interstellaires, une entreprise beaucoup plus compliquée qui consiste à atteindre d'autres étoiles. Bien entendu, dans ces voyages, ce n'est pas vraiment une autre étoile qui est visée, mais plutôt les planètes qui lui tournent autour. Mais y a-t-il vraiment besoin d'aller autour d'une autre étoile pour explorer des planètes extrasolaires ? Au cours du dernier quart de siècle, on s'est rendu compte qu'il semble exister dans la Voie lactée et dans l'univers des planètes sans étoiles. Elles errent dans l'obscurité et voyagent seules. Elles ne gravitent autour d'aucun astre, ne reçoivent aucune lumière et semblent donc condamnées à une vie longue et glacée, jusqu'à ce qu'éventuellement une rencontre change leur direction, les capture ou les détruise. On ne sait pas trop combien de planètes errantes il y a dans l'univers. Certains modèles prédisent qu'elles sont bien plus nombreuses que les étoiles, et d'autres qu'elles sont beaucoup plus rares. On ne peut en tout cas pas les ignorer, et on devrait en découvrir de plus en plus dans les années qui viennent. Qui sait, ce sera peut-être l'occasion de découvrir qu'il n'y a pas besoin d'aller sur Proxima du Centaure pour voyager jusqu'à une planète extrasolaire. La formation des étoiles et des planètes possède aujourd'hui un modèle bien établi. Tout commence par l'effondrement d'un nuage de gaz et de poussière. Il aboutit à la formation d'une étoile au centre et d'un disque de matière qui lui tourne autour. Peu à peu, ce disque protoplanétaire va s'agréger localement pour former des objets de plus en plus gros. Ceux-ci vont éventuellement entrer en collision pour continuer à grossir. Assez rapidement, le nouveau système va afficher des dizaines, voire des centaines de protoplanètes. Un jeu de collision, de fusion, de migration et d'éjection se met alors en place. En quelques millions d'années, le système va trouver une configuration stable, organisée autour de quelques planètes et de leurs lunes. Les collisions vont continuer pendant un bon moment, mais l'ordre des astres est établi. C'est en tout cas de cette manière qu'on pense que les choses se sont passées dans le système solaire. Vous aurez remarqué que dans les mécanismes de tri des protoplanètes, il y a des cas d'éjection, et c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui. De nombreux chercheurs essaient de retracer l'histoire des premiers âges du système solaire au cours desquels ces éjections ont eu lieu. Un des scénarios les mieux acceptés est le modèle de Nice, qui a été proposé par des chercheurs de l'Observatoire de la Côte d'Azur au milieu des années 2000. Il décrit comment les 4 planètes géantes de notre système, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, se sont formées beaucoup plus près du Soleil. Elles auraient ensuite migré vers l'extérieur en échangeant du moment cinétique avec des astéroïdes, des comètes et des protoplanètes. Une des variantes du modèle de Nice propose une histoire qui commence avec 5 planètes géantes. Il y aurait en fait eu 3 géantes de glace, Uranus, Neptune et un autre astre qui n'a jamais été nommé. Au début de l'histoire du système solaire, tout ou partie de ces planètes aurait été gentiment ordonnées par des chaînes de résonance gravitationnelle. Les rencontres successives avec de petits corps auraient cependant brisé cette harmonie et précipité la 3e géante de glace sur la route de Jupiter. La plus grande planète du système solaire l'aurait alors tout bonnement éjectée pour de bon. C'est ainsi que serait née une planète errante. Il y en aurait potentiellement eu d'autres, plus petites. Cette histoire de 3e géante de glace est en effet déduite de l'agencement actuel du système solaire. Il est cependant aussi possible que Jupiter ait éjecté une grande quantité de petites protoplanètes, et encore bien plus d'objets interstellaires qui n'auraient pas laissé de traces sur l'agencement actuel du système. Si cela s'est passé de cette manière chez nous, il n'y a aucune raison de penser que le scénario n'est pas courant dans les autres systèmes planétaires. Cela aboutit à des estimations où chaque étoile est responsable de l'éjection de plusieurs planètes errantes.
De quoi supposer que la Voie lactée à elle seule possède des centaines de milliards de planètes errantes. À ça, il faut ajouter un autre mécanisme de formation possible. Les planètes errantes pourraient également se former à la manière d'une étoile, par effondrement d'un nuage de gaz. Si l'astre ainsi créé ne parvient pas à accumuler assez de matière, il ne peut pas démarrer de réaction nucléaire. Les planètes errantes formées de cette manière pourraient ainsi être des sortes de super Jupiter ou sous naines brunes qui auraient toutes les caractéristiques d'une grande géante gazeuse, mais sans avoir jamais gravité autour d'une étoile. Difficile d'estimer à quelle fréquence ce phénomène pourrait se produire, mais s'il est possible, il n'est probablement pas rare, et pourrait donc être responsable de millions ou milliards d'astres de ce type, dans la seule Voie lactée. Avec de tels nombres, on devrait avoir des catalogues remplis de planètes errantes. Ce n'est pourtant pas le cas. La première d'entre elles a été détectée il y a seulement 25 ans, et on n'en connaît aujourd'hui que quelques dizaines en comptant les candidates. Il faut dire qu'une planète seule n'est pas un astre facile à détecter. Elle ne brille pas et ne reflète aucune lumière, puisqu'aucune étoile n'est à côté. Elle n'exerce pas d'influence gravitationnelle sur un astre lumineux. Elle n'effectue aucun transit régulier. Toutes les méthodes qui nous servent habituellement à détecter des exoplanètes sont donc inutiles. Il reste deux manières de les détecter, les effets de micro-lentilles gravitationnelles et les relevés dans l'infrarouge. La première technique repose en grande partie sur le hasard. Lorsqu'une étoile, une planète errante et un télescope sont parfaitement alignés, un effet de lentille peut potentiellement être observé. Au cours de celui-ci, la lumière de l'étoile en arrière-plan va être ramenée vers l'observateur par le champ gravitationnel de la planète errante, qui agit comme lentille. Vue depuis le télescope, l'étoile devient plus brillante pendant un bref moment. En analysant la lentille, il est possible de déterminer de quel objet il s'agit. C'est parfois un trou noir, parfois une naine brune et parfois une planète errante. Il n'y a qu'une seule opportunité d'observation possible, ce qui rend les découvertes difficiles à confirmer. L'autre méthode consiste à chercher les planètes errantes par leur luminosité propre dans l'infrarouge. Pour briller dans ce domaine, il faut qu'elles soient chaudes. Cela marche donc mieux pour les planètes très jeunes qui sont encore en train de rayonner la chaleur emmagasinée au cours de leur formation. La planète PSE J318.5-22 est peut-être l'exemple le mieux représentatif de cette technique. Découverte en 2013, elle n'est âgée que de 12 millions d'années. La température de son atmosphère est encore de 8 à 900 degrés Celsius, ce qui la fait ressortir sur des observations infrarouges. Plus petite qu'une naine brune, elle n'est rattachée à aucune étoile. C'est une grande planète errante située à seulement 80 années-lumière de nous. La majorité des planètes errantes connues aujourd'hui ont un profil similaire. Elles sont plus massives que Jupiter et évoluent à quelques dizaines ou centaines d'années-lumière de notre système solaire. On note tout de même quelques candidates beaucoup plus petites. Dans une étude basée sur 9 ans d'observation du bulbe galactique, un groupe de chercheurs a pu identifier plus de 6000 candidats de micro-lentilles gravitationnelles. Parmi ceux-ci, 2 signaux ont été interprétés comme des planètes errantes de petite taille. L'une aurait la masse d'Uranus et l'autre celle de la Terre. Elles sont beaucoup plus distantes de notre système que d'autres planètes errantes connues, à environ 15 000 et 22 000 années-lumière de nous. Si des planètes errantes de taille terrestre existent bel et bien, on peut se poser la question de la possibilité de la vie, si loin de la source d'énergie que représente une étoile. C'est une possibilité faible, mais pas inexistante. Ces planètes auraient logiquement une température de surface très froide passé leur jeunesse. Il est cependant possible que localement, des sources de radiation ou une énergie géothermique permettent d'entretenir de l'eau liquide. Cela ouvrirait grandement les possibilités pour la recherche de la vie, surtout si ce type de planète se compte par milliards. L'autre hypothèse intéressante est à chercher du côté de lunes potentielles de planètes errantes géantes. Comme pour Europe ou Encelade dans le système solaire, elle pourrait éventuellement accueillir des océans liquides entretenus par les forces de marée de la planète autour de laquelle elle gravite. Pour en avoir le cœur net, il va falloir détecter bien plus de planètes errantes et les caractériser au mieux. Sur ce front, le télescope spatial Nancy Grace Roman devrait jouer un rôle de premier plan. Avec son grand champ d'observation et son travail dans l'infrarouge, il pourra faire des découvertes avec les 2 méthodes qu'on a évoquées plus tôt.
Ses concepteurs espèrent pouvoir mettre en lumière des planètes errantes de toute taille, y compris de taille terrestre, voire martienne. Cela devrait donner un premier ordre d'idée des types de populations de planètes errantes, ce qui permettra alors de spéculer sur leur mécanisme de formation. Dans les années et les décennies qui viennent, on pourra aussi essayer de découvrir une grande partie de celles qui sont dans notre voisinage proche. Qui sait, l'une d'entre elles se trouve peut-être plus proche de nous que Proxima du Centaure. Elle constituerait alors un objectif d'exploration interstellaire tout à fait légitime. Enfin, le mot interstellaire n'est peut-être pas tout à fait approprié dans ce cas. Interplanétaire paraît lui aussi trompeur, puisqu'on parle d'un voyage qui se compterait certainement en années-lumière. Peut-être faudra-t-il trouver un nouvel adjectif pour qualifier les tentatives d'exploration de ces mondes froids, loin de toute étoile. Voilà au moins une tâche sur laquelle les auteurs de science-fiction peuvent se pencher, en attendant de connaître un peu mieux les planètes errantes. Nous voici en tout cas arrivés au bout de ce dossier de l'espace. N'hésitez pas à partager vos questions et vos remarques dans les commentaires. On y répondra dans la vidéo qui sortira le dimanche 14 mai à 17 h. Vous pouvez consulter la description pour retrouver nos sources et nos réseaux sociaux. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau DNDE et d'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.